Donc voilà, je suis sur Discord et je communique avec le robot de Midjourney. Bon, il faut savoir que Midjourney est un des systèmes qui existent pour générer des images. Il en existe d'autres. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Midjourney est gratuit, limité, je pense, à 25 images chaque mois. Si on paye 30 €, en fait 35, on a le plan qui permet... Il y en a aussi un intermédiaire à 10 €, je pense. Mais 30 € mensuels, on a la possibilité de générer des milliers d'images de manière illimitée. Il y a un autre plan, 60 € mensuels, quand on veut que ces images ne soient pas vues par les autres, et également les requêtes, ce qu'on appelle les prompts, parce qu'on communique avec le robot avec des mots. Avec le robot Midjourney, on communique avec le bot, on communique avec des mots, et ça prend parfois du temps pour mettre au point des mots. Ceux qui ont touché un peu à ça, ils ont peut-être passé 30 secondes, 1 minute à taper des mots pour obtenir des images. Il faut savoir que les gens qui sont un peu plus habitués à ça, qui sont plus loin dans l'apprentissage du pilotage du robot, ils peuvent passer jusqu'à 10 heures à mettre au point un prompt de plusieurs lignes, beaucoup de lignes. Ils affinent, ils retirent des mots, ils en ajoutent, ils mettent des pondérations. Tel mot va valoir plus que d'autres dans la demande qu'on fait au robot. Il génère pendant ces 10 heures jusqu'à 1000, voire même plus, images test. Et donc c'est ce genre d'image à tomber dingue, raide mort, que vous voyez sur les réseaux sociaux, générés par les intelligences artificielles, des choses jamais vues, très difficiles à faire par un être humain, tellement c'est complexe comme image. Donc première chose qu'il faut démystifier, ce n'est pas facile, aussi facile qu'on pourrait croire. Bien sûr, moi j'ai des enfants, 9 ans, 12 ans, 14 ans, 3 filles qui touchent à ça, elles y arrivent. On peut même taper en français, même si on dit qu'il vaut mieux taper en anglais. Donc des enfants y arrivent. Ils arrivent à faire des choses. Par contre, un banquier n'y arrive pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a de ça un mois, j'étais à un repas au Grand-Duché de Luxembourg. Il y avait notamment un banquier très sympa à qui j'ai montré sur ma tablette, voilà, c'est l'intelligence artificielle, on peut générer des images. Il suffit de taper la situation que tu veux, un sujet ou deux qui interagissent avec un décor, il se passe des choses, tu tapes ce que tu veux. Le gars était bloqué. Il a réussi à taper le mot tigre. Mais aller plus loin, non, parce qu'au niveau imagination, ça le dépassait. Pour un banquier, c'était pas possible d'imaginer un tigre faire quelque chose, être dans un décor. Non, c'était déjà trop loin pour lui. Autrement dit, vous sortirez de ça, vous arriverez à sortir de ça ce que vous y mettez. Alors, il y a des questions éthiques, etc. Je ne vais pas en parler tout de suite parce que c'est une autre histoire. Il faut savoir que ça fonctionne sur une base de données de 15 milliards d'images. Donc ils ont ratissé extrêmement large le web. Ils ont tout pris, y compris des artistes qui ont déposé leurs œuvres pour faire leur publicité sur DeviantArt, sur ArtStation. Vous avez entendu parler de ça. Il y a eu une histoire que les artistes se sont fait pomper par des intelligences artificielles leurs œuvres sans avoir donné leur accord. Y compris des images médicales, paraît-il, ont été pompées parmi les 15 milliards d'images, y compris des images pédopornographiques qui font partie de la base de données. Ça ne veut pas dire que ça va sortir des images médicales ou pédopornographiques, on est d'accord. Alors ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas vraiment les images qui sont dans la base de données, ce sont des descriptions algorithmiques des images. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, on va juste le montrer ici. Donc on communique avec le robot avec des prompts.
des demandes. Donc là, je vais demander que quelqu'un dans la salle me sorte, quelqu'un qui n'est pas un banquier, arrive à me sortir une situation qu'on va demander au robot. Ça va peut-être donner un truc un peu pourri, puisque je vous dis, ça prend du temps normalement pour bien faire des choses. Un tigre en trottinette. Dans quel décor? Trottinette en anglais? Bon, alors je vais taper quelque chose qui n'est peut-être pas l'idéal, mais bon, on va voir. Hein. Donc là, j'ai demandé, vous voulez autre chose tant qu'on y est, parce qu'on peut en lancer plusieurs d'un coup. C'est pour ça aussi que des gens génèrent en 10 heures, ils arrivent à générer 1000 images tests, c'est parce qu'ils en lancent plusieurs ensemble. Hein. Bon, quoi d'autre? Donc, alors, il faut que je dise que dans cette version-ci de Midjourney, on ne peut pas demander d'avoir un certain texte. Va falloir faire de la post-production par la suite. Dans la prochaine version, oui, on va pouvoir... Enfin, prochaine version qui va peut-être arriver fin février 2023, ou qui est peut-être déjà arrivée, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas. Mais... on va tester ça. Alors, le tigre, voilà le résultat. Donc, un tigre dans l'espace en train de... Ah oui! Parfois, il mélange les concepts, hein, mais parfois, c'est des choses bien, c'est intéressant. Les accidents en art graphique, ça a toujours été le bienvenu. Et là, c'est la même chose, les accidents. Alors, le principe, c'est que il va falloir décider si on a une qui est vraiment géniale et que vous voulez la voir avec plus de pixels. Ça va être 1024 sur 1024 maximum. Laquelle vous souhaitez voir? La deuxième, c'est le numéro 2, puisque c'est 1, 2, 3, 4 dans le sens de lecture. Donc, je vais demander un upscale, un calcul plus grand de la 2. Il est possible que certains détails changent, parce que c'est un recalcul avec l'intelligence artificielle. On peut demander aussi, tant qu'on y est, qu'il nous fasse des variations sur la 2, puisque tout le monde a l'air de trouver que c'est la plus géniale. Il va nous refaire 4 variations. Oui, ici, je pourrais même changer un peu, ajouter des choses ou enlever s'il fallait. Donc, ah oui, et ça c'est l'autre. On avait demandé un homme dans l'espace en train de tenir un panneau avec du texte. Et donc voilà. Donc ça sert à quoi ça, ces images-là? Mais ça peut servir pour vous donner des idées de réalisation d'images. Quand on est dans le concept pour des jeux vidéo, ça fait longtemps que ça s'utilise en jeux vidéo, la version d'avant, la version 3, avant septembre 2022, pour faire des recherches. Ça fait longtemps. Vous pouvez aussi retravailler ça dans Photoshop et améliorer, modifier. Alors, les images générées appartiennent à tout le monde. C'est du domaine public. Mais dès que vous retravaillez l'image, la version retravaillée est à vous. La question du copyright est encore en suspens. Il y a des actions, des procès qui sont faits par des artistes parce qu'il y a des problèmes au niveau des styles. Ça copie les styles d'artistes si on le demande. Oui, par exemple, ici, celle-là, oui. Laquelle des quatre vous plaît le mieux? La première? Ok. Je vais demander par exemple des variations sur la première, et là je vais juste très simplement, on peut le faire de manière plus complexe, demander de faire un certain style d'artiste ou de studio. Voilà. On va voir ce que ça va dire. Je vais demander aussi peut-être un autre artiste. Qu'est-ce que vous avez comme autre artiste qui pourrait être intéressant? Pas celle-là. Oui, oui, bien sûr, Dali.
Maintenant, il n'y a peut-être pas assez d'éléments pour faire quelque chose d'intéressant en rapport avec DALL-E, mais voilà. En tout cas, il vous a fait la version 1024 pixels sur 1024 ici. Il a ajouté des oreilles qui n'étaient pas là au départ. Ah oui. Donc là, on peut redemander plusieurs fois s'il faut un recalcul. Il vous a fait des variations. Difficile de dire ce que c'est à première vue. Et donc là aussi, on peut faire évoluer comme ça. On peut faire évoluer en modifiant les prompts, comme j'ai fait précédemment, en demandant le style DALL-E ou le style Simpson. Mais on peut aussi voyager comme ça, dire chaque fois, tiens, laquelle est la meilleure, et je choisis, tiens, je veux la version 3, je veux des variations sur la version 3. Voilà, tout simplement. Donc, voilà le style Simpson pour l'astronaute. Il n'est pas interdit de retravailler après dans Photoshop, parce que, voilà. Alors, ça, c'est le style DALL-E. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait comme style DALL-E. Donc, c'est un peu difficile par rapport au sujet. Par rapport au sujet, c'est un peu difficile. C'est pas assez complexe. DALL-E, c'est toujours des paysages un peu complexes. Voilà. On aurait pu demander le style Picasso. Ça aurait été plus simple, parce que Picasso faisait pas mal de portraits. Donc, voilà le recalcul donc, sur l'astronaute. Ah, voilà les nouvelles versions par rapport à la version qu'on avait déjà choisie. Ah, une petite queue, oui. Vous voyez, c'est vraiment parce que ça a à peu près la même forme. L'autre jour, moi, je faisais des demandes d'animaux, sculptures d'animaux sur le bord d'une fenêtre, ce genre-là. Il m'en fait plein, hein. Et parfois il se plante complètement, mais souvent il en fait des biens. Et animaux hybrides, je précise, parce que c'est avec des cornes, etc. C'est un peu bizarre. Et donc, je vous explique le genre de choses qu'on peut avoir, de choses surprenantes, pas prévues au départ. À un certain moment, je lui ai demandé des animaux plus grands, donc j'ai indiqué le mot large, des animaux grands. Et il me les a mis devant la fenêtre, tellement ils étaient grands, donc posés sur le sol devant la fenêtre. Et puis après, je me dis, tiens, je vais faire un test, je vais prendre la même description, chrome, mat, etc., gold, mais je vais demander des espèces de déesses hybrides dans une ville. Et puis il me génère plein d'images de déesses, et puis je me dis, mais tiens, elles sont quand même bien en chair, elles ont le bassin fort large. Il m'a fallu quand même du temps pour comprendre que ça venait du mot large, qui, dans le contexte des animaux, voulait dire des grands animaux, et dans le contexte des déesses, voulait dire des déesses avec un bassin assez large. Donc des déesses de la fertilité, quoi. Donc c'est assez surprenant. Comme ça, vous voyez un peu la démarche, les surprises qu'on peut avoir. Donc, c'est un peu la panique, vous imaginez, au niveau des studios de création, au niveau des créateurs, de voir qu'on peut très facilement générer des choses surprenantes. C'est vrai que c'est un game changer, ça va changer le rapport à l'image. Le fait que maintenant, n'importe qui peut créer des images, et ça ne fait que commencer. Normalement, ça aurait dû arriver plus tard, l'intelligence artificielle à ce niveau-là. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui ont de l'argent à dépenser, qui ont mis plus d'1 milliard de dollars pour développer ça, pour prendre le marché sans doute, pour éviter que quelqu'un d'autre ne prenne le marché. Donc voilà, c'est là. Comme je vous le dis, ça peut servir de démarrage conceptuel. Est-ce que, en tant que producteur d'images, est-ce qu'il faut ignorer ça et être puriste et faire les anciennes méthodes uniquement? Ou est-ce qu'il faut intégrer ça à sa démarche créative? Ça, c'est libre à vous. En tout cas, actuellement, dans les écoles et dans les boîtes de production, on se demande à quel niveau, à quel point il faut intégrer ces nouvelles technologies.
Oui, si tu prends l'abonnement à 60 euros, techniquement, personne ne peut savoir que tu l'as généré par intelligence artificielle. Il y a d'ailleurs au Colorado quelqu'un qui a soumis une image créée par intelligence artificielle, et c'était avant septembre, je pense, donc c'est encore l'ancienne version, mais je ne suis pas sûr. Et oui. Mais franchement, ça vaut pas la peine, c'est pas très grave. Il y a tellement de millions d'images qui sont générées dans le monde chaque minute par plein de gens qui testent ça pour l'instant que c'est pas très important. Vous pouvez vous contenter de la version à 30 euros où vos images sont publiques. Donc voilà, par exemple, ça a fait beaucoup parler. Cette image-là qui a gagné un concours. Ah tiens, c'est seulement 300 $, hein, d'après ce que je vois. Bon, ben voilà, c'est 300 $. C'est un petit concours. Hein. C'est un petit concours apparemment. Oui, il dit qu'il a travaillé 80 heures. 80 heures. Voilà. Ah, j'avais dans l'idée, dans le souvenir que c'était plus qu'il avait gagné, mais bon, voilà, il a surtout gagné en notoriété et en haine de la part des vrais artistes, on va dire, entre guillemets. Parce que c'est aussi la question, est-ce que les gens qui font ça sont des vrais artistes ou pas? Donc tout est ouvert, moi je ne vous dis pas ce qu'il faut penser, je vous dis juste que ça existe et que vous serez sans doute amené à utiliser ça dans vos démarches créatives. Alors, il y a plein d'autres systèmes. Là, dans Midjourney, vous n'avez pas Load Painting, c'est dans un autre système qui s'appelle DALL-E. Et vous avez sans doute vu ça. J'ai juste tapé ici, je vais voir si je vais trouver. Mais en tout cas, c'est un système qui permet... Voilà. Il y a des dessinateurs de comic book, de bande dessinée, qui utilisent ça pour inventer le décor autour du personnage qu'ils créent. Et c'est le genre de choses ici. Ouais, vous voyez le nom ici du logiciel dont je vous parlais. Donc ça ne s'écrit pas comme le peintre, c'est DALL-E. Bah, c'est évidemment un clin d'œil. Donc vous connaissez bien sûr cette peinture très connue. C'est qui? C'est Vermeer ou qui? Ça doit être Ça doit être la Dame à la perle de Vermeer, je pense, mais c'est peut-être indiqué là, mais je n'ai pas le temps de lire. Vous avez fait de l'histoire de l'art? Allez, dites-moi. Et ça vous a inventé tout le décor autour, donc voilà. C'est ce qu'on appelle load painting. Voilà, je vous laisse regarder ça à votre aise, faire des recherches. Il y a des explications. Il y a aussi dans DALL-E Lean Painting, où vous pouvez remplacer une partie de l'image par autre chose. Typiquement, ça sert à corriger les yeux qui sont faits par Midjourney, parce que Midjourney, les yeux, parfois, ils se plantent complètement. Ils sont un peu foireux dans les portraits avec les portraits de près, et donc on combine ça. Et puis après, on peut utiliser d'autres intelligences artificielles comme Topaz, comme Google Colab, pour augmenter le nombre de pixels. Aller plus loin que 1024 sur 1024. Donc, les pros, vraiment, ce que je ne suis absolument pas, je ne fais que commencer, je suis à 2% de ce qu'il faut connaître en intelligence artificielle pour les images. Les pros combinent les logiciels, font passer les images d'un logiciel à l'autre, ou une image générée par Midjourney, ils la remettent dans Midjourney, on redémarre de là pour refaire autre chose, vraiment. Tout ça, ils expliquent que c'est assez open source, les gens trouvent facilement leur démarche créative. Voilà. Donc comment se fait-il que l'intelligence artificielle a pu utiliser autant d'images, même des images qui sont sous copyright, comment est-ce qu'ils ont pu les intégrer à leur base de données? Ben, c'est parce qu'au départ, et c'est ça qui est un peu vicieux aussi, c'est qu'au départ, c'était de la recherche. Et la recherche, en éducation, il y a ce qu'on appelle le fair use. C'est en droit américain le droit d'utiliser des images qui sont sous copyright si c'est pour des besoins de recherche et d'éducation.
Voilà, des exceptions au droit d'auteur. Et puis par la suite, il y a eu commercialisation des intelligences artificielles. Alors là, j'ai parlé de Midjourney à 30 € mensuels qui vous donne illimité le nombre d'images que vous voulez. DALL-E, c'est plus cher. Je pense que on doit tourner aux alentours de 15 ou 25 centimes la génération d'images. Chaque image. Et donc voilà, il y a comme un flou juridique alimenté par le fait que ce n'est pas vraiment les images qui sont dans la banque de données, ce sont des descriptions algorithmiques. C'est basé sur le principe de la diffusion. Donc la diffusion, il y a une vidéo explicative en français sur YouTube qui est très bien et qui vous explique vraiment le principe. Il y en a plusieurs qui commencent à apparaître. Voilà. Donc vous avez des vidéos sur YouTube qui vous expliquent de manière simple, entre guillemets. Là, un enfant ne comprendrait pas, mais à moins d'être très doué, mais un ado comprend. Vous allez comprendre sans problème ce qui est expliqué. Ça dépend lesquels. Il y a des vidéos où ils vous sortent des formules en veux-tu, en voilà, mais il y en a d'autres qui sont plus simples. Et donc, ça consiste à rendre les images floues. Et puis, quand on fait une demande par mot à l'intelligence artificielle, il recrée une image en allant chercher plein de ces images floues à différents niveaux. Il y a du flou à 50%, du flou à 45%. Voilà, donc l'idée c'est qu'il détruit les images, en fait c'est ce qui est expliqué ici. Il détruit les images, c'est un peu plus complexe que ça, je vous montrerai la vidéo si vous voulez, c'est vraiment intéressant, ou vous la regarderez par vous-même. Mais donc et donc ce ne sont pas réellement les véritables images d'origine qui sont dedans. Alors Midjourney, il fait de la diffusion avec plongement, c'est-à-dire qu'il est capable de combiner, comme vous venez de le voir, des concepts. Ce n'est pas le cas des anciennes intelligences artificielles qui existaient déjà depuis quelques années. Notamment, vous avez peut-être vu des intelligences artificielles qui sont entraînées pour ne faire qu'une seule chose, mais ils le font bien. Mais par contre, combiner des concepts, ils ne savent pas le faire. Par exemple, si je tape « This cat does not exist », vous tombez sur un site web qui vous génère des chats. Là, chaque fois que je rafraîchis, ça me fait une nouvelle génération. Ces chats n'ont jamais existé. Ce sont des combinaisons de plein d'images de chats. Voilà une intelligence artificielle par diffusion, mais sans plongement, donc incapable de faire des combinaisons de concepts. Voilà. Vous avez aussi la même chose pour les voitures. Donc voilà, évidemment, si vous y connaissez rien en voiture, vous voyez des voitures et vous vous dites, oui, ok, c'est pas fameux. Mais si vous connaissez un peu l'histoire de l'automobile, vous vous dites, tiens, on n'a jamais vu certaines de ces voitures-là. Oui, bien sûr, vous avez la même chose pour les personnes. Voilà. Ces gens n'existent pas. Ils sont générés en temps réel chaque fois que je rafraîchis le navigateur. Et alors qu'il y a quelque chose d'amusant qui est apparu dernièrement, il y a une étude qui a été faite on a fait des tests, on a montré des visages de vraies personnes et des visages générés par intelligence artificielle à un panel test et on leur a demandé quelles sont les images par intelligence artificielle et quelles sont les vraies images. Eh bien, figurez-vous que ces images-ci semblent être plus réelles que les vraies images de personnes. Ça donne la sensation d'être plus réel. À quoi ça sert ? C'est pour de la recherche. On peut dire que c'est l'ancêtre des intelligences artificielles avec plongement, donc qui permettent de mélanger des concepts, comme on a fait. Mais ça peut servir à d'autres choses, notamment, oui, je parle de la légalité, bien sûr, parce que si vous êtes un hacker et que vous voulez faire un faux profil, ça peut servir, mais c'est interdit. Mais ça peut servir notamment à faire des personas. Quand vous êtes en marketing, vous voulez générer
des personnes types. Voilà. Donc lui, c'est Robert. Sa passion, c'est les pigeons. Il les élève, il les bouffe. Et comment on va adapter notre produit pour Robert? Donc c'est ce qu'on appelle un persona en marketing. Voilà. Et pourquoi pas démarrer du photo, quoi. Il y a parfois des erreurs en principe, mais là, j'arrive pas à en générer. Là, on vient de voir quel est le problème de l'intelligence artificielle, ce sont les doigts. Il n'arrive pas à gérer les doigts. Donc ça, même Midjourney, il vous fait des photos qu'il faut retoucher après dans Photoshop. Il vous fait des photos avec les gens qui ont des doigts, 6 doigts, 7 doigts, 8 doigts, 10 doigts par main. Il ne gère pas les doigts. Midjourney, c'est donc pas cher, mais il faut savoir que tout ce qu'on fait dedans, enfin c'est pas cher, tout est relatif. Je trouve que pour ce que ça donne, c'est pas cher. Avant c'était plus cher, hein, mais ils ont baissé leur prix. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait dans ces intelligences artificielles, que ce soit celle-là ou d'autres, ça entraîne l'intelligence artificielle, ça l'aide à s'améliorer. Parce qu'en réalité, il y a 2 intelligences artificielles là-dedans. Il y a une qui génère des choses, il y en a une qui juge si c'est bien généré. Et c'est un espèce de conflit, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça, pas souvent, mais ça s'appelle des GAN, des réseaux antagonistes. Je vous disais, il y a 2 intelligences artificielles, une qui génère et qui ne sait pas trop ce qu'elle fait, et une qui juge si c'est bon. Et ils s'entraînent, et ils deviennent de mieux en mieux, de plus en plus performants l'un et l'autre à force de se taper dessus. Voilà. Donc, réseau antagoniste, également appelé réseau adverse génératif, algorithme non supervisé, etc. Alors donc, il y a plusieurs artistes qui se sont mis ensemble pour faire des procès aux logiciels d'intelligence artificielle. Donc vous avez ici des infos là-dessus. Donc le problème, c'est que certaines personnes demandent de faire des images en associant ça au style d'un artiste qui n'est même pas mort, un artiste vivant qui vit toujours de son œuvre. Il y en a qui demandent de faire des images dans le style de l'artiste. Et il se trouve que l'intelligence artificielle arrive à faire des choses pas mal du tout. Et c'est le problème. C'est qu'on confond ça, on a l'impression que c'est l'artiste qui l'a fait, sauf que c'est pas lui qui l'a fait. C'est quelqu'un qui peut-être en 5 minutes a tapé quelque chose dans Midjourney. Et voilà. Et donc là, c'est un peu tangent, c'est très tangent au niveau de la loi. Ça, je peux comprendre tout à fait que... Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des mécontentements énormes de la part des artistes quand on leur pique leur style, quand on leur vole leur style. Bon, ici, il n'y a pas vraiment d'exemple, je n'arrive pas à vraiment trouver, mais voyons un peu ça. Donc, vous pourrez chercher et vous verrez que c'est le gros problème actuellement. Il y a certains artistes, il y en a même un qui a un succès énorme dans les logiciels d'intelligence artificielle, qui fait un peu du concept art, heroic fantasy, et avec des dragons, et on n'arrête pas de faire des images dans le genre de ce qu'il fait. Donc
c'est pas incorrect. Normalement, moi je dis, il ne faut pas demander le style. Comme j'ai fait les Simpsons, là c'est déjà pas génial. Vous avez vu l'exemple avec les Simpsons. Normalement, il faut quand même demander des choses, des prompts, faire des descriptions. Et si on arrive à quelque chose qui, par hasard, ressemble à ce qu'un artiste fait, c'est quand même moins grave que de demander directement de faire dans le style d'un artiste ou d'un studio, dans le cas ici, bien sûr. Donc ici, je vous montre la vidéo que je vous conseille de voir. Elle est vraiment très intéressante. Déjà, elle est en français et comme le sujet est difficile, c'est pas plus mal. Donc, chaîne Science Étonnante. Il y a 3 semaines, vous voyez, ils sont déjà à quasiment 300 000 vues. Et il suffit de taper donc le titre dans YouTube et vous retrouverez ça. C'est parce que, quitte à utiliser ça, autant quand même comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Hein. Au niveau de ce qui se passe derrière. Donc il va vous parler dans un premier temps des intelligences artificielles sans plongement, spécialisées pour faire une chose, une tâche, faire des chats par exemple. Puis il vous parlera des intelligences artificielles. Bon là il vous parle de la manière dont c'est décrit de manière algorithmique, chaque pixel de l'image. Et il vous explique comment ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est les réseaux. Ça, c'est la diffusion, je vous disais, des images à différents niveaux de bruit. En fait, j'avais parlé de flou, mais c'est du bruit, voilà. En tout cas, moins de détails. C'est très surprenant comme manière de faire des images. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Et alors, il vous parle à un certain moment du plongement, le embedding, où vous allez pouvoir, avec une phrase, mettre plusieurs concepts et il va vous générer ça. Mais évidemment, ça va beaucoup plus loin que les intelligences artificielles sans plongement. Voilà, ce genre de choses. Donc il faut qu'il ait aussi dans sa base de données non seulement plein d'images, de plein d'objets, mais aussi plein de descriptions. Et c'est là que ça s'entraîne avec les utilisateurs qui utilisent de plus en plus. Voilà. Il vous parle aussi à un certain moment, si je retrouve ça, des 2 composantes de l'intelligence artificielle qui fonctionnent ensemble de manière... voilà. Le faussaire et l'expert qui fonctionnent de manière antagoniste, concurrentielle, pour s'améliorer l'une l'autre dans leur fonctionnement. Les réseaux adversariaux génératifs. Donc voilà, je vous conseille de voir cette vidéo. Alors, globalement, dans les écoles où on produit du graphisme, la tendance serait apparemment de dire qu'on ne peut pas faire sans. Il faut s'y intéresser, il faut intégrer ça à ce qu'on utilise déjà. On a toujours su que dans ces métiers-là, de toute façon, il y a des révolutions qui arrivent, des gros changements. L'apparition de l'appareil photo numérique, par exemple, moi, ça m'a fait perdre mon travail dans les années 90. J'étais photograveur, spécialisé dans les images publicitaires, des images sur film qui venaient donc des grandes diapositives, pour ceux qui voient ce que c'est une diapositive, mais pas une petite, en fait, une grande de 20 cm sur 30. Mon boulot était de décliner ça, notamment pour les publicités magazines et dans les affiches dans les villes. C'est ce qu'on appelle la photogravure. Donc ça prend plusieurs années pour maîtriser ça. Eh bien, l'apparition des appareils photo numériques, ça a totalement chamboulé le marché. Déjà, l'exigence de qualité aussi. Il n'y a pas que la technique. Ça coûtait moins cher de faire des photos, mais en plus, l'exigence de qualité sur l'impression a diminué à ce moment-là. Mais c'est pas très grave, parce que j'étais de toute façon en train de sortir pour faire autre chose.
j'avais été appelé par un gars pour participer à la création d'une école d'infographie. Donc, j'ai pu m'amuser après, quitter ce métier et faire autre chose. Mais bon, l'apparition de l'ordinateur personnel, l'apparition de la photographie pour les peintres, l'apparition du cinéma parlant, l'apparition du cinéma en couleur, tout ça c'est des révolutions, mais surtout le cinéma parlant, moins le cinéma en couleur, le cinéma parlant a mis plein de gens au chômage. Enfin, ça n'est que ça. Dès que vous touchez à la technique, vous êtes susceptible de subir une révolution, et soit vous la subissez, soit vous vous adaptez et vous jouez avec. Si vous voulez quelque chose de stable, allez élever des chèvres. Il y a des emmerdes aussi avec les chèvres. Mais moins de révolution technique. Bon, ça fait partie de la vie et il faut prendre ça bien. Moi, je connais des illustrateurs qui embrassent ça et qui utilisent ça au lieu de subir. Donc les illustrateurs, ils utilisent ça pour faire du outpainting, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ils démarrent d'un dessin qu'ils ont fait et l'intelligence artificielle va créer ce qu'il y a autour. Par exemple. Alors je cherchais une vidéo en particulier qui parle de ça. Donc ça c'est une des utilisations de l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, ceux qui font du comic books, vous pouvez aussi vous intéresser à ça parce qu'il y a des gens spécialisés sur YouTube qui parlent de ça, qui parlent de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire du comic books, en quoi ça peut aider. Ah ben voilà, ça c'est la chaîne que je cherchais. Elle parle pas mal de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des comic books. Ceci dont je vous parlais, comment réparer les yeux, fait par Midjourney, comment les réparer avec DALL-E. On est dans le détail, mais bon, ça compte les yeux. Il y a plein de gars qui sont intéressants à suivre sur YouTube et qui sont assez spécialisés en intelligence artificielle.